Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié aux solutions connectées Yokis. Donc à titre d'information, il y a à peu près 30 secondes de décalage entre le moment où on tourne cette vidéo et le moment où vous visionnez cette vidéo. Donc pour tout ce qui est question, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Nicolas qui est avec nous jouera le rôle de modérateur et répondra en direct aux questions. Et puis on récupérera à la fin de la session les différentes questions importantes qu'on partagera tous ensemble. Et de la même manière, à la fin de la session, on a une petite partie dédiée justement à la partie questions-réponses. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parler des différentes possibilités que vous avez pour créer une installation connectée. Pour ce faire, Yokis a développé deux applications. Une application dédiée au client final, qui est une application de pilotage, qu'on nous verrons tout à l'heure, et puis une application de paramétrage qui est dédiée aux professionnels. Le but étant d'éviter d'avoir une seule et même application et que l'utilisateur final puisse lui-même commencer à modifier certains réglages et peut-être poser des soucis au niveau de l'installation. Et puis, Yokis est quand même un produit qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, est un produit créé par des professionnels pour les professionnels. Les produits Yokis, vous ne pouvez les trouver que dans le réseau des grossistes en matériel électrique et ils ne peuvent être normalement achetés que par des professionnels et nous tenons à garder ce canal de distribution. Donc, la première application est une application de paramétrage, comme je vous l'ai dit, dédiée aux professionnels. Elle s'appelle Yokis Pro, elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur le store Google, en sachant qu'effectivement, étant donné qu'au niveau de la tablette, on est obligé de connecter une clé de manière à pouvoir communiquer avec les différents modules, elle n'est malheureusement pas disponible sous iOS. Par contre, c'est un outil de paramétrage, ce qui veut dire que cette clé, considérez-le comme une visseuse, à savoir quand on achète une visseuse pour aller sur un chantier, on ne la laisse pas au client à la fin du chantier. Donc cette clé va vous permettre de faire autant de chantiers que vous le souhaitez. C'est un petit investissement, les prix sont quand même relativement raisonnables, hein, on pourra en parler à la fin au niveau des questions-réponses, mais à faire une seule et unique fois. Donc, je vais rentrer sur mon application professionnelle qui s'appelle Yokis Pro. Il faut créer un compte professionnel. Donc, moi, c'est déjà fait, bien évidemment. Ce compte nécessite un numéro de SIRET qui est valide. Donc, on a essayé de verrouiller le fait que, justement, une fois que vous avez créé votre compte, bien évidemment, tous ces chantiers, vous ne les avez pas. Ils vont s'accumuler sur votre application au fur et à mesure des différentes créations. Point important, comme vous le voyez, moi, en haut à droite de mon écran là-bas, je suis connecté à Internet. Par contre, le point essentiel, c'est que cette application est complètement autonome, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet pour faire l'intégralité du paramétrage du chantier, que ce soit un chantier radio ou un chantier connecté. Comme vous allez le voir, on va commencer par créer un chantier radio, puis on le transformera ensuite en chantier connecté par l'ajout de la passerelle de communication. Donc, cette partie connectée n'est pas nécessaire. Par contre, elle sera intéressante quand vous revenez, par exemple, le soir à l'atelier ou à la maison, vous vous connectez avec la tablette sur Internet et automatiquement, ça va faire une sauvegarde de votre chantier sur un espace de stockage qui vous appartient. Vous le voyez ici, ce chantier est sauvegardé sur le cloud, donc sur un espace de stockage qui vous appartient, comme je vous l'ai dit. Ce qui veut dire que si demain vous êtes sur un chantier, on vous vole la tablette ou vous cassez votre tablette, vous n'aurez pas besoin de recréer les chantiers. Vous avez tout simplement besoin d'une nouvelle tablette, vous retéléchargez l'application, vous re-rentrez avec vos identifiants et mots de passe et vous allez récupérer l'intégralité des chantiers qui auront été sauvegardés. Je vous montre rapidement comment créer un projet, même si on en a déjà un ici qui est tout prêt dans un souci de gain de temps, bien évidemment. On clique sur créer un projet, deux possibilités, chantier individuel ou chantier collectif. Un chantier collectif, c'est ni plus ni moins qu'un regroupement de chantiers individuels au même endroit. Par exemple, dans le cadre d'un chantier collectif, on va avoir un ou deux bâtiments. Dans le premier bâtiment, on va avoir peut-être une trentaine de logements. Sur ces 30 logements, il y aura 15 appartements type T3. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer les 15 appartements type T3. Vous n'allez créer qu'un appartement type T3, puis après le dupliquer autant de fois que vous en avez besoin, de manière à éviter de faire des tâches répétitives. Et encore une fois, le but est clairement de gagner du temps. Dans notre cas, on fera un chantier individuel. Donc, je vous montre rapidement comment créer un chantier individuel. On peut mettre une photo. C'est la photo que vous avez vue dans la bulle juste avant. Ça permet également d'identifier les chantiers plus rapidement. Il y a différents champs. Les champs sont obligatoires ou non. Vous voyez, les champs obligatoires sont signalés par une petite étoile rouge. Bien sûr, le nom du chantier est obligatoire. Toute cette partie-là, l'adresse mail, le nom d'habitant, le prénom, le numéro de téléphone, ne sont pas des points obligatoires, mais je vous conseillerais quand même de les renseigner. On parlera de la raison tout à l'heure. Et puis les deux autres points obligatoires, trois, la ville, le code postal et le pays étant renseigné automatiquement par rapport au paramétrage de la tablette, mais c'est tout à fait modifiable. Si vous êtes par exemple frontalier et qu'un de vos clients a une maison secondaire au Luxembourg, en Espagne, au Portugal ou autre, vous avez tout à fait la possibilité de changer bien évidemment le pays.
ville, code postal, 2 champs obligatoires. On reviendra également tout à l'heure sur la raison de cette obligation. Une fois que vous avez créé cette petite partie-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est en bas, là-bas à droite, cliquer sur suivant. Et là, vous allez vous retrouver sur cette configuration-là où effectivement le chantier a été créé. Là, il y a une petite photo. Par contre, pour l'instant, il y a 0 point de commande et 0 module, bien évidemment. Donc, pour la suite de ce webinaire, on va partir du principe que ce que vous voyez là, la valise qui est là, c'est une installation sur laquelle on a schématisé 3 pièces. Vous avez un salon, une chambre, un jardin. Prenez en considération le fait que les récepteurs, vous les avez déjà installés, ils sont raccordés, mais vous avez refermé l'intégralité des boîtes. Donc ça, c'est important pour la suite. Vous n'aurez plus besoin d'accéder aux différents récepteurs de l'installation pour tout ce qui est paramétrage. Donc je vais commencer à rentrer dans mon chantier. Pour ce faire, il suffit tout simplement de cliquer sur la bulle correspondante. Je rentre dans mon chantier, là, vous voyez, il existe 3 étapes. Étape 1, plan et module. Étape 2, point de commande. Étape 3, usage. Usage est grisé. C'est-à-dire que si j'essaye d'accéder à la partie usage pour l'instant, effectivement, disponible uniquement avec un Yokis Hub. Ce qu'on appelle un usage chez Yokis ou un scénario chez Yokis, pour vous expliquer, ce n'est pas une commande de centralisation. Si par exemple vous êtes sur un chantier de rénovation et si votre client vous dit « Voilà, moi j'aimerais changer mes volets manuels pour des volets roulants électriques, j'aimerais également avoir à l'entrée de la maison ou de l'appartement un système qui me permette de tout fermer en un seul geste quand je m'en vais de chez moi », vous allez donc mettre effectivement les modules au niveau de vos différents volets. Le point de commande peut rester filaire, puisque l'intégralité des récepteurs radio chez Yokis est également filaire, il y a une mixité filaire radio. Par contre, à l'entrée de la maison ou de l'appartement, comme on ne peut pas tirer de fil pilote en rénovation, c'est quand même assez compliqué, vous allez mettre un émetteur, et cet émetteur va centraliser. Pour ça, chez Yokis, ça s'appelle une centralisation, ce n'est pas un scénario. Vous n'avez pas besoin du hub. Par contre, si vous voulez automatiser l'ouverture, la fermeture des volets roulants à certaines heures le soir ou à certaines heures le matin pour faire de l'ouverture, mais des horaires différents la semaine et le week-end, pour ça, vous aurez besoin du hub de manière justement à gérer cette partie journalière, récurrence et ainsi de suite. On en parlera tout à l'heure. Mais justement, pour éviter de faire des paramétrages qui ne seraient pas utilisés, pour l'instant, comme je n'ai pas de hub sur mon installation, je ne peux pas accéder à cette partie usage. Donc, on va commencer par la partie 1, la partie plan et module. Donc, encore une fois, pour gagner un petit peu de temps, le plan est déjà créé par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la valise. Je vous montre rapidement comment on va créer une pièce. Donc, on va créer des pièces uniquement où il y a besoin de le faire par rapport au module. Le but étant justement de schématiser l'installation et de pouvoir ensuite placer les modules dans les différentes pièces qui auront été schématisées. Donc pour ça, je clique en bas là-bas sur Créer pièce extérieure, j'ouvre cette fenêtre. Par défaut, on a au début les pièces qui sont le plus couramment utilisées. Il y a une petite flèche là-bas sur le côté à droite qui permet de naviguer sur les différents types de pièces. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix possibles. Et puis au pire, si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous avez à la fin une autre pièce qui s'appelle Autre. Et bien entendu, vous avez la possibilité de renommer l'intégralité de ces pièces. Là, par exemple, si je choisis une chambre, automatiquement, elle va s'appeler chambre 2. La raison est simple, c'est que j'ai déjà sur mon plan une pièce qui s'appelle chambre et je ne peux pas avoir plusieurs pièces qui ont le même nom. Donc, par défaut, automatiquement, il y a un compteur qui s'incrémente de manière à créer chambre, chambre 2, chambre 3 et puis chambre 4, ainsi de suite. Par contre, j'ai tout à fait la possibilité de changer le nom de ma pièce sans aucun problème. Donc là, je vais valider. Et puis là, extrêmement compliqué, je suis sur une tablette, je vais prendre mon doigt et je vais juste tout simplement dessiner une pièce. Je valide, j'ai créé ma chambre 2. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Il ne faut pas penser que ce sont des choses très compliquées. C'est juste effectivement de la schématisation. Pas besoin de respecter un certain format ou autre, on n'est pas sur un plan d'architecte. Le but, c'est tout simplement de pouvoir ensuite positionner les différents modules sur les fameuses pièces qui auront été créées. Donc, je vais la supprimer de manière à retrouver le contexte de mon installation. Une fois que mes pièces sont créées, il va falloir que je récupère mes modules pour les placer justement dans ces différentes pièces. Donc, là-bas à droite, je descends d'un cran, je passe sur modules. Apparaît ici la liste des différents types de modules, les différentes familles de modules que vous allez retrouver chez Yokis. Donc, dans la famille des ouvrants, je vais retrouver bien évidemment les modules volets roulants qui vont faire du pilotage de motorisation, donc aussi bien du volet roulant, du brise-soleil, du storban, enfin tout ce qui concerne une motorisation en ouverture-fermeture. Mais je vais également retrouver un autre module qui s'appelle le MAU, c'est un module automatisme qui permettra également de piloter portail, porte de garage. La différence par rapport à un produit un petit peu plus traditionnel, c'est qu'on peut donner un ordre d'ouverture, fermeture du portail et sur l'application client final, on aura également la possibilité de voir l'état du portail. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Mais on verra juste après qu'on a également la possibilité de piloter portail porte de garage d'une manière aussi
plus simple. Par contre, malheureusement, sans la possibilité d'avoir le retour d'état. Dans les télévariateurs, on va retrouver tous les produits qui font de la variation, bien évidemment, en encastré ou en modulaire. Et puis les télérupteurs, on a bien entendu la famille des télérupteurs, encastrés ou modulaires, mais vous allez voir qu'avec un télérupteur, chez Yokis, on peut faire beaucoup plus de choses que juste marche-arrêt. La partie chauffage, avec le MFP, donc c'est un module chauffage fil pilote, sur lequel on a la possibilité de gérer 4 ordres, 6 ordres, de mettre une temporisation sur le mode confort, par exemple, et automatiquement, au bout d'un certain temps, retomber sur le mode éco. Et puis, même s'il ne fait pas partie des récepteurs, vous voyez là-bas sur la table, on a également un thermostat radio qui permet de gérer justement en tout ou rien les différents types de chauffage. Et ça aura une incidence assez sympathique justement sur la partie utilisation client final, puisqu'il peut gérer tout ça à distance. Donc, maintenant, je vais passer à la récupération des modules de mon installation pour pouvoir les placer sur mon plan. Donc pour ça, je clique en bas là-bas sur « Rechercher des modules ». La première fenêtre qui s'affiche me demande est-ce que je dois faire un scan automatique ou est-ce que je dois faire un scan manuel. Donc pour ceux qui connaissent Yokis depuis un certain temps, ça fait maintenant presque 5 ans que les modules ont changé de couleur. Avant ils étaient gris, maintenant ils sont verts. Ça c'est juste pour vous signifier la différence de version logicielle qui est à l'intérieur. On est passé sur de la version 5, avant bien évidemment on était sur de la version 4, et la différence va être ici. Comme vous le voyez sur la mallette, mis à part le télérupteur modulaire qui est là, je n'ai pas accès à mes modules puisqu'ils sont derrière la valise. Donc je ne peux pas appuyer sur le bouton Connect. Donc la version 5 me permet d'avoir une autre méthode pour récupérer les modules sans avoir besoin d'y avoir accès. Par contre, si jamais vous avez fait une installation il y a à peu près 5 ans de ça et que le client vous demande la possibilité de piloter cette installation depuis son smartphone ou sa tablette, il n'y a absolument aucun problème. Les modules en version 4 sont tout à fait compatibles, mais il faudra passer par un scan manuel. Et une fois que je lance mon scan manuel, il faudra physiquement appuyer sur le bouton Connect de chaque récepteur pour que ma clé puisse les récupérer et que je puisse ainsi les placer sur le plan. Ce n'est pas le cas de la valise, bien évidemment. On est sur des modules en version 5. Donc là, je vais valider. Et tout ce que j'ai à faire, c'est suivre les indications qui sont à l'écran. Est-ce que mes modules sont bien alimentés? Oui, ça c'est facile pour vous en tant qu'installateur de le vérifier. Je clique sur Suivant. Recherche de modules. Éteignez et rallumez 3 fois le disjoncteur de tête afin d'activer la reconnaissance des modules. Donc, étant donné que je ne peux pas appuyer sur le bouton Connect, il faut trouver une autre solution pour que mes modules puissent être récupérés par ma clé. Donc, cette solution, on l'a trouvée en faisant effectivement 3 coupures marche au niveau des modules. Cette manipulation permet de mettre tous les récepteurs qui sont alimentés par ce disjoncteur en mode écoute. Donc ça, bien sûr, sur un cadre projet rénovation, on évite de le faire sur le général, parce qu'il y a peut-être certains appareils de la maison qui seraient branchés sur des prises qui n'apprécieraient pas cette manipulation. Par contre, vous pouvez très bien le faire sur le ou les disjoncteurs qui vont alimenter les différents modules de l'installation. Le mode écoute, une fois qu'il a été lancé, va durer 30 minutes maximum. Ce qui veut dire que vous avez largement le temps de le faire l'un après l'autre sur les différents disjoncteurs. Pas de stress à avoir de ce côté-là. À partir du moment où un module a été détecté, il coupe automatiquement ce mode écoute de manière à ne plus émettre de radio. Il a déjà été récupéré, c'est plus la peine qu'il continue à émettre. Si pour une raison quelconque, 30 minutes ne suffisent pas, admettons que vous ayez fait une belle installation et puis à l'arrière de la maison, après le jardin, vous avez également un local technique dans lequel vous avez un petit coffret électrique qui va alimenter les différents circuits d'éclairage extérieur. Donc vous êtes à l'avant de la maison, vous récupérez l'intégralité des modules. Par contre, les modules qui sont effectivement dans le jardin sont trop loin par rapport à la clé et la tablette. Alors c'est vrai que la clé et la tablette, pour se déplacer, étant donné que c'est mobile, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais au moment où vous allez passer la maison, le client est encore là et puis il vous arrête parce qu'il a besoin de vous parler d'un projet. Et puis, cette discussion dure, et les 30 minutes sont écoulées. Pas de souci, vous refaites les 3 basculements au niveau du ou des disjoncteurs, vous relancez la recherche, il va peut-être récupérer des modules qu'il a déjà récupérés au premier passage, mais comme ils ont la même adresse qu'avant, il a beau les récupérer 2 fois, il ne vous dira pas il y a 2 modules. Donc, on ne peut pas détecter plus de modules que ce qu'on en a réellement sur l'installation. Donc là, je vais faire suivant, et je vais faire lancer la recherche. Donc là, ma clé est en train d'aller récupérer les différents modules qui sont en mode écoute sur mon installation. Donc, on est sur de la power, y compris au niveau des récepteurs qu'au niveau de ma clé. Donc, la portée de la power, vous la connaissez. On est sur du 250 mètres champ libre, ce qui n'existe clairement pas dans la vraie vie. Mais par contre, récupérer des modules qui seraient à l'étage ou récupérer des modules qui seraient à l'extérieur, traverser un mur porteur, traverser une dalle béton, c'est tout à fait possible. Par contre, si effectivement on a besoin de traverser un mur porteur et qu'on a un module à une centaine de mètres de distance, là, ça reste de la radio, ça risque de poser problème. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a des possibilités à travers un bus radio de faire des choses tout à fait sympathiques. Donc effectivement, là, il me dit, j'ai détecté 9 modules,
Est-ce que je relance la recherche si jamais il m'en manque, parce qu'ils sont peut-être trop éloignés de ma tablette, ou est-ce que je termine ma recherche? Dans notre cas, on a effectivement 9 modules. Donc je clique sur terminer la recherche. Et là, il vous dit, voilà, j'ai trouvé 9 modules. Pour l'instant, j'en ai placé 0 sur mon plan. Et voilà les différents types de modules que j'ai trouvés. Donc on se retrouve avec 3 ouvrants, 2 télévariateurs, 4 télérupteurs. À moi maintenant de les placer sur mon plan. Pour ça, je vais cliquer sur ouvrant, puis sur scanner. Le système me dit j'ai trouvé 3 fois la référence MVR 500 ERP. Donc c'est effectivement la référence de notre module volet roulant. Par contre, il en a scanné 3 sur l'installation. Il ne sait pas où sont positionnés les modules dans les différentes pièces. Et ça, c'est à moi, en tant qu'installateur, d'aller placer le bon module au bon endroit. Pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur la petite flèche qui est là, de manière à jouer le module. Donc, je joue le premier, il clignote, et tout ce que j'ai à faire, c'est vérifier au niveau de mon installation lequel bouge. Là, vous voyez, j'ai le volet roulant de la chambre qui fait des mouvements. Alors, là, on est sur des petits moteurs asynchrones au niveau de la balise de démonstration, bien évidemment. Un vrai volet roulant va bouger d'une quarantaine de centimètres et sera bien évidemment beaucoup plus bruyant que ce type de moteur. Donc, je sais que le premier, il se situe dans la chambre. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est, je le prends avec le doigt et je vais tout simplement faire un glisser-déposer au niveau de la pièce. Automatiquement, il prend le nom de la pièce dans lequel il a été positionné, et il prend la fonction du module. Vous voyez, volet roulant, brise-soleil, Storban ou autre. Si par contre c'est un Storban, tout ce que j'ai à faire, c'est choisir la bonne fonction du module. Je n'ai pas besoin de l'écrire ici, automatiquement, il prend le nom de la fonction que j'ai définie. Dans mon cas, c'est un volet roulant, je valide. Il m'en reste encore 2 à positionner. De la même manière, je joue le premier, c'est mon volet roulant salon là-bas, qui se trouve à droite. Donc je vais le prendre, je vais le mettre là, et je pourrais très bien le laisser comme ça. Le second s'appellerait volet roulant salon 2. Par contre, pour vous montrer qu'on peut effectivement changer les noms, je vais l'appeler droite, je valide. Je joue le dernier. Pas beaucoup de suspense, c'est mon volet roulant ici, salon à gauche. Je prends, je le déplace, je le mets là. Et de la même manière, je vais l'appeler gauche. Et je valide. Voilà, j'ai placé mes 3 modules volets roulants. Je n'ai plus de modules de cette famille de produits en attente de placement. J'en ai placé 3 sur les 9 qui ont été scannés, donc j'ai toujours un état d'avancement du travail que j'ai à faire. Je reclique à droite là-bas sur module, et je vais faire la même chose maintenant avec mes télévariateurs. Donc, même motif, même punition. Je joue le premier, là, ce n'est pas des mouvements montée descente, bien évidemment, c'est de l'éclairage. Donc, c'est le télévariateur de mon salon, je le mets dans mon salon, et c'est bien un variateur. Et puis, je joue l'autre, c'est le variateur de ma chambre, donc je le prends, je le positionne dans la chambre, pardon, et je valide. Il me reste encore mes 4 télérupteurs à placer. De la même manière, je vais jouer le premier. C'est effectivement un petit tube fluo qui se met à clignoter, un petit tube LED, qui est alimenté par la prise que j'ai là. C'est une prise commandée. Donc, quand je vais positionner effectivement mon module, ça, par contre, c'est très important. Autant tout à l'heure, sur la partie motorisation, vous voyez qu'on avait du Storban, on avait du brise-soleil, on avait du volet roulant, mais ça reste une motorisation. Et une motorisation, à part faire monter-descente, ouvrir-fermer, finalement, j'ai pas beaucoup de choix. Avec le télérupteur, chez Yokis, on peut faire beaucoup plus de choses. Ça peut être de l'éclairage. Jusque-là, tout va bien. Ça peut être une prise commandée, c'est notre cas ici. Et vous verrez tout à l'heure que même si une prise commandée est de l'éclairage, on reste sur une fonction assez basique qui est allumer-éteindre. Pour la partie utilisateur client final, vous verrez que c'est important de séparer les deux. Donc là, très important également de choisir la bonne fonction. Je n'écris pas la fonction, je la choisis directement dans la liste qui est là. Ça pourrait être de la VMC ou de l'extracteur. Le télérupteur dispose d'une fonction minuterie, donc il est temporisable, et je peux également le transformer en minuterie. La différence entre un télérupteur temporisé et une minuterie, c'est qu'une minuterie, je ne peux pas l'éteindre, je suis obligé d'attendre la fin de la temporisation pour que mon circuit s'éteigne, alors qu'un télérupteur temporisé, dans le cadre d'un résidentiel, d'un couloir par exemple, j'allume le couloir, j'éteins le couloir, mais si je n'éteins pas mon couloir, automatiquement, j'ai une extinction automatique à la fin de la durée qui a été sélectionnée. Et puis, vous voyez que ça peut être également du portail. Je vous en parlais tout à l'heure. Tout simplement, le télérupteur chez Yokis, non seulement il a un contact sec, donc il est libre de potentiel, j'amène une phase, je ressors une phase, j'amène de la basse tension, je ressors de la basse tension, mais si je n'amène aucun potentiel, ben j'ai tout simplement un contact qui vient s'ouvrir ou se fermer. Et ce contact peut fonctionner de 3 manières différentes. Le mode télérupteur ou bistable, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment, hein, un appui, mon relais colle, un deuxième appui, mon relais décolle. Le mode maintenu ou le mode relais, j'appuie sur le point de commande, mon relais se colle,
j'arrête d'appuyer sur mon point de commande, mon relais se décolle. Donc en fait, il va suivre tout simplement l'état du point de commande. Ça peut être très utile pour simuler un bouton poussoir à distance. Ça peut être très utile pour faire une sonnette ou une gâche électrique, par exemple. Et puis, ce qui nous intéresse pour portail porte de garage, c'est le dernier mode de fonctionnement du télérupteur, à savoir, mon télérupteur dispose également d'une fonction impulsionnelle. Ce qui fait que quand j'appuie sur mon point de commande, quelle que soit la durée d'appui sur le point de commande, mon contact va se fermer une demi-seconde de manière à simuler un appui bouton poussoir. Et sur toutes les cartes électroniques de portail ou de porte de garage, il y a toujours une entrée bouton poussoir. Donc, ce qui veut dire qu'avec la télécommande Yokis, je peux très bien ouvrir, fermer mon portail, allumer mon jardin et puis ouvrir l'intégralité des volets roulants de mon installation. Ça m'évite d'avoir deux télécommandes. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, c'est bien une prise salon. Je valide. Je vais jouer le second. Donc là, effectivement, j'ai un petit éclairage ici qui se met à clignoter. Là, on est sur le télérupteur modulaire. D'ailleurs, vous voyez que la référence ici, c'est MTR 2000 MRP, contrairement aux autres où il est écrit MTR 2000 ERP pour encastrer. M, c'est pour le modulaire. Donc, je le prends. Je vais par exemple le mettre ici et je pourrais très bien imaginer que c'est tout simplement un éclairage traditionnel sur les appliques, par exemple. Je valide. Je joue celui-ci. Là, vous voyez, j'ai mon éclairage de jardin qui se met à clignoter. Donc, je prends, je mets dans le jardin et je suis bien sur une fonction d'éclairage. Et puis, le petit dernier, regardez bien ce qui va se passer, on en parlait juste avant. J'ai effectivement ici mon portail qui s'ouvre. Donc, mon télérupteur est en train de piloter mon portail. Je le prends, je le mets dans le jardin. Et surtout, très important, je stipule bien le fait que ce soit un portail. Et vous verrez l'implication que ça a après sur le fonctionnement du produit en lui-même. Je valide. Voilà, j'ai placé les 9 modules sur les 9 que j'avais scannés. Donc, on en parlait tout à l'heure, le télérupteur, je peux effectivement faire plein de paramétrages. Je peux le temporiser, je peux le transformer en minuterie. Et aujourd'hui, quel que soit le module Yokis, qu'il soit filaire ou qu'il soit radio, le process pour faire du paramétrage, c'est tout simplement un code d'appui sur le bouton poussoir. Alors certains diront que c'est compliqué, que ainsi de suite. Alors en fait, c'est pas que ce soit compliqué. Je pense que tout le monde sait compter. C'est vrai qu'il y a des multitudes de codes, tout simplement parce que c'est un produit numérique. Il faut pas oublier que Yokis était le premier il y a 20 ans à faire du micro-module numérique et que le but c'était d'arriver à trouver une solution pour faire du réglage, du paramétrage sans avoir besoin d'outils particulier. Donc le nombre d'appuis sur le bouton poussoir, ça a toujours été quelque chose de très simple qui nécessite absolument aucun appui. Par contre, c'est vrai que c'est toujours embêtant parce que quand on est sur un chantier en train de faire du paramétrage, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en jeu, à savoir, on est sur un chantier, on veut vite terminer, on a une sorte de stress qui s'installe, on peut faire des bêtises en appuyant sur le bouton. De la même manière, on peut très bien imaginer un carreleur qui démarre une disqueuse pendant que je compte, donc ça me perturbe et je perds le compte, donc il faut que je recommence. Et puis je pense que le pire, vous serez tous d'accord pour dire que c'est le client qui regarde ce que vous êtes en train de faire et qui vous tapote sur l'épaule pendant que vous comptez en disant « mais vous faites quoi là ?» Ça, c'est la problématique parce que le client va forcément essayer après de faire de son côté. Donc là, l'avantage, comme on a un outil de paramétrage, c'est de le faire justement avec cet outil. Par exemple, si je veux temporiser mon éclairage de jardin de manière à avoir une extinction automatique, je vais tout simplement cliquer sur le produit, il s'agrandit, j'ouvre la page là de mon produit, donc je pourrais très bien le tester, faire allumer ou éteindre, histoire de voir la fonctionnalité du produit. Et puis en bas, là-bas, vous voyez, il y a marqué réglage. Et quand je clique sur réglage, tout ce que je peux faire par un code d'appui au niveau de mon point de commande, je vais le retrouver ici, soit par une case à activer, soit tout simplement sur une liste menu déroulant. Donc par exemple, là, pour faire nos tests, je vais mettre une temporisation, donc j'active la partie temporisation, et dans ma liste déroulante, je vais tout simplement mettre 4 secondes. Et je fais sauvegarder les paramètres. Et là, ma clé va tout simplement aller écrire ces paramètres directement dans mon module. Donc, c'est beaucoup plus facile que de faire X appuis sur le bouton poussoir. Et de la même manière, je ne peux pas me tromper puisque j'ai choisi dans une liste. Je ne suis pas à une impulsion près. Donc là, il y a beaucoup moins de risques potentiels d'erreur. Je vais prendre maintenant le télévariateur. Et sur le télévariateur, il y a également pas mal de réglages qu'on peut faire. Et le premier réglage qui apparaît, si vous regardez, c'est de transformer mon télévariateur en mode tout ou rien. Donc, si je prends un télévariateur et que je le transforme en tout ou rien, ça devient un télérupteur. Alors, quel serait l'intérêt réel de dire je prends un télévariateur pour le transformer en télérupteur alors que le télérupteur existe déjà? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si je prends les deux produits qui sont là, vous voyez effectivement ici, là vous avez un télévariateur, là vous avez un télérupteur. Au niveau encombrement, en largeur, c'est la même chose. Par contre, là où ça devient intéressant, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra, c'est au niveau de l'épaisseur. Le télévariateur est 2 fois moins épais que le télérupteur. Donc ça, l'avantage que ça a, si vous êtes embêté effectivement sur un chantier, ça peut avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est de dire, demain, si mon client souhaite changer la fonctionnalité de son produit et passer d'un télérupteur à un télévariateur, tout ce que j'ai à faire,
c'est activer la case ou désactiver la case mode permanent tout ou rien et il redevient télévariateur. Donc ça, en process maintenance, c'est quand même assez sympathique. Et puis le deuxième point, c'est si jamais vous êtes effectivement embêté par un problème d'encombrement, n'hésitez pas à prendre le télévariateur, le transformer en télérupteur. On va perdre effectivement les avantages de la puissance de 10 ampères ici, mais ce télévariateur, mine de rien, comme toute la série 500, même en filaire, on est sur un produit qui peut faire du 500 watts en halogène ou zut, je perds le fil, en inductif. Et puis, sur tout ce qui est capacitif ou électronique, comme de la LED par exemple, on va être sur 250 VA. Et mine de rien, 250 VA sur de la LED, ça fait entre 20 et 25 ampoules en GU10. Je vous mets au défi de trouver un variateur de cette taille-là sur le marché qui est capable d'en accepter ne serait-ce que la moitié. C'est déjà assez compliqué. Ce qui est problématique justement sur ce type de charge, c'est le courant d'appel. Et le produit Yokis sait très bien se protéger par rapport à ça. Alors, hop. On peut également régler le seuil bas, une valeur en deçà de laquelle on ne voudra pas que le variateur descende. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est important potentiellement de le régler quand on est sur des sources LED, puisque en dessous d'une certaine valeur, elles ont tendance à décrocher au niveau du flux lumineux. Et puis, on peut rajouter une temporisation, comme on l'a vu tout à l'heure sur le télérupteur. Je peux également faire la même chose au niveau de mon télévariateur. Je prends maintenant mon module volet roulant. Je vais également afficher les différents types de réglages. Donc, le premier réglage, c'est une gestion automatique de tout ce qui est couple et autres. Donc ça, c'est assez sympa quand on est sur du volet traditionnel. Et puis si je veux aller un petit peu plus loin dans mon process de réglage, on a rajouté, ça fait quelques mois maintenant, un assistant de configuration du volet. Ça, c'est quelque chose d'assez pointu, justement, où on va vouloir vraiment définir les butées électroniques, butées hautes, butées basses, points intermédiaires. Et puis, ça apportera également une expérience client finale beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue, quand il voudra aller gérer ses pourcentages d'ouverture avec son application. Ça, on le reverra tout à l'heure, justement, sur la partie client finale. Et puis, il y a un point qui est assez intéressant et qui est très apprécié des installateurs en règle générale, c'est la possibilité d'inverser électroniquement les fils de montée et les fils de descente. Quand on est sur une installation avec X volets roulants, on a souvent tendance à tous les câbler de la même manière, sans forcément se soucier du fait que les fils sortent à droite ou à gauche. C'est vrai que quand on inverse un axe moteur, quand on est sur un fil de montée d'un côté, si on inverse l'axe moteur, ce fil qui est un fil de montée devient un fil de descente. Et ça, malheureusement, on a tendance à s'en apercevoir une fois qu'on centralise, où on voit que un ou plusieurs des volets font l'inverse de ce qu'on a demandé. Donc, au lieu d'avoir besoin de décabler et recabler, tout ce qu'on a à faire dans ce cas-là, quand on s'est aperçu qu'il a été câblé à l'envers pour les raisons que j'ai indiquées juste avant, on a juste besoin de dire, voilà, j'inverse mes fils montée-descente et électroniquement, le produit va juste inverser les deux relais à l'intérieur sans qu'il y ait besoin justement de décabler pour recabler. Donc voilà au niveau des différents réglages et la façon de faire avec cette application de paramétrage. Il nous reste encore un point important à faire sur cette première partie, l'étape 1, c'est les connexions. Donc, ces connexions, c'est tout simplement ce qu'on appelle le bus radio. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un bus radio. Hein. Le but, c'est effectivement de se transmettre des informations entre les différents récepteurs en radio. Donc, pas besoin d'avoir un fil pilote, pas besoin d'avoir un câble spécifique, justement, pour aller communiquer entre les différents actionneurs ou les différents récepteurs. Le cas numéro 1 d'usage d'un système avec un bus radio, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre d'une rénovation, le client souhaite vouloir avoir à l'entrée de son appartement un bouton qui permettra de tout fermer ou tout ouvrir depuis un seul point. On ne peut pas tirer de fil pilote, donc on va juste relier en radio les modules entre eux de manière à ce qu'ils communiquent, ce qui fait que quand quelqu'un appuiera sur ce point de commande qui est un point de commande radio, l'information va circuler à travers l'intégralité des récepteurs et tous les récepteurs concernés vont prendre l'information pour l'exécuter. Ça a un autre avantage. Je peux très bien dire à un volet roulant de se fermer en passant par 2 télévariateurs et 3 télérupteurs. La fonction du module n'a pas d'incidence sur la fonction de l'ordre qui est envoyé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire également que si jamais j'ai besoin d'accéder à des modules qui sont loin, tout ce que j'ai à faire, c'est de rajouter quelque part un récepteur, qu'il soit utilisé ou non en tant que récepteur pour piloter un éclairage par exemple, ou pas. Ce récepteur, automatiquement, deviendra répéteur. Chez Yokis, tous les récepteurs sont des répéteurs. Il n'y a pas de paramétrage spécifique à faire. Donc, le bus radio, je peux déjà le créer aujourd'hui sans l'application, bien évidemment. Je prends un premier module, il est alimenté, j'appuie sur le bouton Connect et j'ai 30 secondes pour aller appuyer sur le bouton Connect du second de manière à ce qu'ils apprennent à parler entre eux. Alors 30 secondes, ça peut paraître long, mais quand on est sur un chantier où il faut monter sur un escabeau pour aller appuyer sur le bouton Connect dans 2 pièces différentes, ça peut commencer à devenir déjà relativement sportif. Donc,
le produit va nous aider justement à gagner du temps et à éviter de cette partie-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez chez Yokis, le bus radio, j'ai pas de limite en linéaire. Je pourrais très bien imaginer avoir 500 modules qui sont reliés en radio en linéaire, c'est tout à fait possible. J'ai pas de limite en linéaire. Par contre, je peux également faire de l'étoile. Là, j'ai une limite en étoile. Pourquoi? Parce que chaque communication radio est bidirectionnelle. Ce module, si par exemple il doit parler avec les 3 qui sont là, non seulement il va mémoriser l'adresse de celui-là, mais celui-là va mémoriser aussi l'adresse de celui-là. Ce qui fait que, au niveau place mémoire, dans mon module, je suis limité à 7 adresses avec qui il sait qu'il peut communiquer. Mais globalement, si celui-là doit parler avec ces 3-là, celui-là peut encore parler avec 7 et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas vraiment de limite sur mon installation au niveau du nombre de modules que je peux appairer entre eux. Par contre, là, sur mon installation, j'ai donc 9 modules. Ce n'est pas une très grosse quantité de modules. Ces 9 modules pouvant parler chacun avec 7 autres, ça me fait en tout 9 puissance 7 possibilités différentes d'interconnexion. Ça paraît pas comme ça, mais juste avec mes 9 modules-là, j'ai plus de 4 millions de possibilités différentes d'interconnexion pour créer ce bus radio. Donc, je pourrais très bien imaginer qu'on laisse le système gérer en automatique l'intégralité et tout tester, mais non seulement ça prendrait pas mal de temps, mais également, il ne faut pas oublier que la clé, quand elle communique en radio, elle a besoin d'énergie pour communiquer en radio. Et cette énergie, aujourd'hui, elle apprend directement sur la batterie de la tablette via le câble qui est là. Donc, si je suis sur le cadre d'un chantier collectif et que j'ai X appartements à faire dans la journée, bien évidemment, je vais éviter de vider la batterie en une demi-journée. Donc, pour ça, on a imaginé un système qui implique également l'installateur, mais qui permet de limiter grandement le champ des possibles. Et c'est tout simplement fait en 2 étapes. L'étape 1, connecter les pièces entre elles. Donc, connecter les pièces entre elles, ça permet tout simplement de définir quels sont les modules qui, d'après l'installateur, donc la personne qui les a installés, sont le plus à même de communiquer entre eux dans les différentes pièces. Par exemple, dans le cadre de l'installation qui est là, je peux très bien imaginer avoir mis les télévariateurs directement au niveau de mon faux plafond ou dans les combles. Donc, je prends ces 2 produits-là, je clique sur le premier, puis je clique sur le second. J'ai préparé ma liaison. Je n'ai pas créé une liaison, j'ai juste défini une gestion en disant « je te conseille de passer par là, c'est ce que moi, installateur, me semble le plus logique dans l'installation, puisque vous savez, vous, en tant qu'installateur, où sont positionnés les modules. » Puis je vais faire pareil, par exemple, entre le volet roulant de la chambre et l'éclairage extérieur. On pourrait très bien imaginer qu'il est nécessaire de faire la même chose entre le salon et le jardin, ce n'est pas le cas, puisque de toute façon, je vais passer par la chambre pour aller attaquer le jardin. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Le but, c'est que toutes les pièces soient touchées au moins une fois. Et vous allez voir, je vais déplacer un petit peu ça, je vais me pousser un petit peu de manière à ce que vous voyez bien. Je vais cliquer là-bas, en bas, sur étape suivante, puis lancer la création automatique. Le système va commencer par vérifier par un envoi de données et une lecture si ce que j'ai proposé est valide. Vous voyez, il vient de créer celle-là. Et puis, il va se servir de ce qui a déjà été créé pour aller de plus en plus loin. Contrairement à la récupération des modules qu'on a vu tout à l'heure sur la première partie, là, je n'ai pas besoin de déplacer ma tablette dans le sens où il se sert de ce qui a déjà été créé pour aller de plus en plus loin. Donc là, j'ai 9 modules. Vous allez voir, ça va nous prendre à peu près une petite trentaine de secondes. Alors, l'avantage de ça, c'est que c'est déjà beaucoup plus rapide qu'effectivement faire les connexions à la main dans les différentes pièces, appuyer sur les boutons Connect et autres. Et puis, le second avantage, et pas des moindres, si je dois le faire en appuyant directement sur les différents boutons Connect, ce qui se passe, ça veut dire que j'ai forcément accès à mes différents récepteurs. Qu'est-ce qui garantit que ce que j'ai créé en termes de connexion radio, alors que j'ai accès à mes modules, sera toujours aussi accessible ou aussi valide une fois que j'aurai pris ces mêmes modules, que je les aurai remis dans les boîtes et que j'aurai refermé l'intégralité de mes boîtes? Rien du tout. Au contraire, peut-être que la liaison radio sera plus mauvaise qu'avant. Donc, c'est aussi beaucoup plus fiable à ce niveau-là. Voilà. Là, il m'a créé le bus radio. Alors, on est sur du linéaire. Bon, en même temps, c'est vrai que là, dans la mallette qui est là, vous avez 9 modules qui sont enfermés dans 50 cm² dans une valise métallique. Donc, la session webinaire qui a eu lieu il y a 2 jours, le bus radio était bien évidemment différent, puisque là, tous les modules arrivent à communiquer entre eux sans trop de soucis. De la même manière, si demain, le client vous dit « je voudrais rajouter 1 ou 2 récepteurs, que ce soit dans une semaine ou que ce soit dans 2 ans », pas de problème. L'installation de base est déjà là et tout ce que vous aurez à faire, c'est de passer par une liaison manuelle. Vous n'avez pas besoin de refaire l'intégralité du bus. On peut très bien imaginer, juste au niveau des connexions, modifier les connexions. Et puis si vous voulez créer manuellement un bus radio entre 2 récepteurs, tout ce qu'il y a à faire, c'est cliquer sur le premier, puis cliquer sur le deuxième. Et le système va donc essayer de créer cette connexion. S'il peut le faire, il va le faire sans aucun problème. S'il ne peut pas, il vous l'affiche. À vous, en tant qu'installateur, de dire s'il ne peut pas passer par là, je vais peut-être passer par un autre chemin, tout simplement. Donc, voilà au niveau de la création du bus radio, qui est quand même aussi beaucoup plus rapide que ce que vous pouviez connaître jusque-là
en appuyant sur les boutons Connect de l'installation. Alors, l'étape 1 est terminée. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que ce n'est pas très compliqué, c'est un petit peu comme le vélo. Dès qu'on a appris à en faire, après on n'oublie pas. Le process restera toujours le même, que vous ayez 5 modules, que vous en ayez 50, le process est exactement le même. Donc je vais passer maintenant à l'étape 2, les points de commande. Donc je clique sur point de commande. Bien évidemment, quand on parle de point de commande, on ne parle pas de paramétrage d'un point de commande filaire. Un point de commande filaire va directement activer le module. Là, on va parler de paramétrage de point de commande radio. Donc, je vais cliquer sur Nouveau point de commande. Apparaît là la liste des différents types de points de commande qui existent chez Yokis. Donc, vous avez les anciennes télécommandes, 2 canaux, 4 canaux et 8 canaux. Celle-là. Et puis, vous avez la nouvelle génération de télécommandes qui existe en 1 canal, 2 canaux, 4 canaux, 8 canaux. Donc, c'est celle, hop, que j'ai là. Je vais la rapprocher un petit peu de manière à ce que vous puissiez voir correctement à ce niveau-là. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a la nouvelle génération, là, on a l'ancienne génération. Elle fonctionne exactement de la même manière. Au niveau power, on est sur la même chose. La grosse différence, effectivement, c'est principalement au niveau visuel, au niveau design. Et puis, comme on commence à toucher de plus en plus de clients finaux par l'intermédiaire, justement, des professionnels installateurs, c'est vrai qu'il fallait quand même un produit qui a un aspect plus qualitatif que la télécommande ancienne génération que nous avions. Ensuite, vous allez retrouver la nouvelle télécommande Galet, que j'ai aussi là, que je pourrais vous montrer, donc je la montrerai si jamais vous le souhaitez à la fin. La télécommande Galet 8 canaux, les télécommandes murales. Donc une télécommande murale, c'est ça. C'est une télécommande qui, en termes d'épaisseur, n'est pas plus épaisse qu'un appareillage traditionnel, donc on n'est pas sur un produit saillie tel qu'on pourrait l'entendre traditionnellement. Ça existe en 1 canal, 2 canaux, 4 canaux. Vous avez à l'arrière la connectique pour mettre sur une boîte de 45 et le double face est fourni avec. Attention, le double face, c'est un produit assez pro, donc soyez sûr de l'endroit où vous le positionnez avant de le coller, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que si jamais vous êtes sur une installation où vous avez déjà de l'appareillage, alors ça ira pas forcément partout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'enlève l'encadrement d'origine, je peux très bien venir clipser un encadrement mosaïque sur le produit. Visuellement, ça donne ça. En épaisseur, on est sur de l'appareillage traditionnel, votre client ne verra pas la différence. Et puis, si jamais vous êtes encore sur un autre type d'appareillage, je peux très bien enlever la partie doigt carré que j'ai là, j'ai accès directement à l'électronique. Et puis, ce que je vais faire en lieu et place, tout simplement, c'est venir ici clipser ce qu'on appelle un doigt rond, qui existe en 1 touche, en 2 touches, en blanc, en titane ou en graphite. Je viens le mettre en lieu et place du doigt carré d'origine. Et puis ensuite, je viens clipser une plaque de finition Céliane et ça donne ça. Donc en termes d'épaisseur, toujours pareil. Et puis là, le client final, lui, quelle que soit la marque du produit, ce qu'il souhaite, c'est effectivement avoir une certaine uniformité au niveau de l'appareillage de son installation. Donc c'est tout à fait possible. Si je continue à descendre un petit peu, je vais retrouver effectivement les émetteurs encastrés qui existent en 2 et en 4 canaux. Donc on va retrouver effectivement un produit qu'on va mettre derrière de l'appareillage traditionnel. Donc, juste pour rappel, chez Yokis, tous les canaux de tous les émetteurs sont 100% indépendants. Ce qui fait que je pourrais très bien ici, sur un produit comme ça, avoir 2 points de commande différents et un canal pourrait très bien être une centralisation d'éclairage alors que le second pourrait très bien être une ouverture de volet roulant. Il n'y a pas de problème, on le verra tout à l'heure sur la partie paramétrage. Et puis, vous allez retrouver également l'intégralité des moniteurs vidéo de la gamme Hurmet sur la partie interphonie où on va retrouver le Mini Note Plus. C'est pas ça que je voulais faire. Où on va retrouver, pardon, hop, tac, le Mini Note Plus et le Note 2 qui sont les produits pour tout ce qui est kit Villa. Et puis vous allez également retrouver les moniteurs de la gamme collectif avec le Miro, le Modo et si je descends un petit peu, on va retrouver le moniteur Homebook System. Donc sur les 2 moniteurs justement Mini Note Plus et Note 2 qui sont à usage résidentiel puisqu'on est sur des moniteurs kit Villa. À l'intérieur, vous avez l'équivalent d'une télécommande Yokis 8 canaux. La différence entre le fonctionnement qu'il y a au niveau des moniteurs et des émetteurs traditionnels, c'est qu'ils sont alimentés directement par le moniteur et non pas par une pile. Pour rappel, la pile chez Yokis est garantie 5 ans avec une durée de vie minimum de 7 à 8 ans. On peut aller même au-delà sur des produits 1 ou 2 canaux. On est vraiment sur le cas d'un produit en 8 canaux où là, ça va durer à peu près 8 ans. Sur une télécommande traditionnelle, c'est plutôt assez agréable. Donc, je vais vous montrer comment on programme une télécommande 4 canaux. Donc, je vais prendre la bonne référence produit, télécommande 4 canaux. Je vous montre quand même que là, en appuyant sur les touches, il ne se passe strictement rien sur ma valise. Donc, je fais OK. Je peux lui donner un petit nom. Donc, par défaut, c'est la référence de la télécommande. Donc, je vais l'appeler webinaire. Hop.
Voilà. Et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est associer une commande à chaque canal. Donc volontairement, on a affiché en grand l'image du produit avec le numéro de chaque canal de manière à éviter les erreurs. Alors autant sur une télécommande comme ça, on va retrouver les numéros inscrits directement sur les touches, autant effectivement sur un émetteur encastré ou sur une télécommande murale telle qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même assez intéressant de savoir quelle est la couleur du fil qui correspond au canal 1 sur un émetteur encastré et quelle est la touche qui correspond au canal 1 sur une télécommande murale. Donc là, par exemple, admettons que je reprends mon exemple de tout à l'heure, cette télécommande soit sur les clés de ma voiture. Le canal 1, c'est pour mon portail. Le canal 2, mon éclairage de jardin. Mon canal 3 et 4, c'est ouverture centralisée ou fermeture centralisée de mes volets roulants. Donc, je vais cliquer sur associer une commande. Plusieurs possibilités. Commande directe, commande centralisée ou scénario. Scénario est encore grisé puisque j'ai toujours pas de hub sur mon installation, donc je ne peux pas lancer de scénario puisque j'ai pas de hub. Je vais faire une commande directe. Alors, la commande directe, pourquoi? Parce que je vais m'adresser à un ou 3, 4 modules maximum. Au-delà de 4 modules, c'est plus de la commande directe, je fais une centralisation. Je vais vous montrer après comment on fait. Tout ce que j'ai à faire à ce niveau-là, c'est de choisir sur mon plan le ou les modules que je veux piloter en direct. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est le portail. Donc je prends tout simplement mon portail. Vous voyez, il est surligné. Et puis là, il s'est affiché. Tout ce que j'ai à faire, c'est choisir une action. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était important de choisir la fonction portail. On est sur un produit, un télérupteur. Mais vous allez voir que dans les différents choix d'action, j'en ai qu'une. C'est le mode impulsionnel. Je prends, je valide. Le canal 2, pareil, c'est une commande directe, c'est mon éclairage de jardin. Je vais prendre donc mon éclairage de jardin. Je suis sur la même référence de produit que mon portail. Par contre, comme j'ai défini que c'était un éclairage, j'ai beaucoup plus de possibilités. En effet, si j'avais laissé ces possibilités sur un portail, allumer ou éteindre un portail, c'est un peu délicat. Donc là, je vais faire une bascule allumer-éteindre. Je valide. Le canal 3, je passe sur une commande de centralisation. Je valide. Comme je ne peux pas faire une commande groupée avec hub puisque j'en ai pas de choix, je fais une commande groupée sans hub. Et là, tout ce que j'ai à faire, effectivement, c'est dans la liste qui est là. Soit je peux créer une zone, par exemple, la zone 1 qui a été créée précédemment ne prend que les 2 volets du salon. Moi, dans mon cas, je veux l'intégralité des volets. Donc, je clique sur NVR ici. Vous voyez, ils sont tous surlignés. Et là, au niveau de mon action, je vais donc choisir ouvrir ou stop. Effectivement, quand j'appuie sur le bouton d'ouverture, si je rappuie sur ce bouton d'ouverture, c'est la fonction stop. Et puis, le quatrième, de la même manière, je vais refaire une commande groupée toujours sur mes volets roulants. Par contre, cette fois, je vais faire fermer, je valide. Donc, voilà ce que je souhaite faire avec mon émetteur, qui pour l'instant est toujours vierge. Tout ce que j'ai à faire, c'est en bas à droite là-bas, cliquer sur programmer. On me demande combien de télécommandes je veux. Si effectivement mon client me dit j'en veux 4, je vais tout simplement cliquer sur la flèche qui est là pour afficher 4 et je vais les programmer les unes à la suite des autres. Ça évite de refaire 4 fois l'intégralité de la manip. Là, j'en ai qu'une. Je fais OK. Et tout ce que j'ai à faire, c'est effectuer 2 appuis rapides sur un des boutons, n'importe lequel. 1, 2. Et ma clé va directement aller écrire ces valeurs-là dans ma télécommande. Voilà, écriture effectuée. Retour au point de commande. Ma télécommande webinaire apparaît ici. Voilà ce qu'elle doit faire. On va essayer. Le canal 1, portail jardin. Mon portail est en train de se fermer. Le canal 2, marche, arrêt, éclairage. Marche, arrêt. Puis tout à l'heure, on a mis une temporisation de 4 secondes. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai bien la tempo de 4 secondes qui a été prise en compte tout à l'heure. Le bouton 3, l'ouverture centralisée de l'intégralité de mes volets roulants. Et le bouton 4, à l'inverse, la fermeture centralisée de l'intégralité de mes volets roulants. Donc voilà comment est-ce qu'on programme une télécommande avec l'outil de paramétrage que vous avez là. Maintenant, on pourrait très bien imaginer que si je suis sur une installation radio conventionnelle, j'ai tous mes émetteurs, j'ai tous mes récepteurs, mon travail est terminé. Non, il y a encore quelque chose que vous pouvez faire, c'est l'export PDF. Quand je clique sur export PDF, automatiquement, le système va générer un fichier au format PDF, comme son nom l'indique, que vous pourrez remettre à votre client final. Donc, je vais réduire un petit peu, voilà. Donc, une première page de garde qui va reprendre le nom du chantier, l'adresse, la date de réalisation. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais marqué 26/11, c'est bien aujourd'hui. Les coordonnées du professionnel qui a fait l'installation, qui sont issues du compte pro. Les coordonnées du client final, si on les a renseignées. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais que c'était important quand même de renseigner le maximum de champs. Une page qui reprend l'intégralité des coordonnées du client, qui là est vide puisque je ne l'ai pas renseigné. Une page qui reprend les puissances maxi admissibles en fonction du type de module et du type de charge. Le schéma du bus radio qui a été créé avec toute l'installation. Toutes les différentes pièces avec les produits de chaque pièce, le nom qui a été donné et le paramétrage de chaque produit. Par exemple, si je prends effectivement le jardin, ici, j'ai bien mon éclairage de jardin avec une temporisation qui est activée sur 4 secondes. Et si je descends encore un peu,
je vais retrouver effectivement ma télécommande webinaire avec ce qu'elle doit faire. Donc, ce rapport, c'est ni plus ni moins qu'un rapport de l'installation. Et je peux vous garantir que quand on remet un rapport comme ça au client final, ça donne quand même un aspect hyper pro, ça permet de valoriser le travail de l'installateur. Alors, maintenant, admettons que mon client souhaite passer sur une installation connectée. Tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter le hub, la passerelle de communication. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, hein. Sur site, je branche ma passerelle directement à RJ45 à la box Internet, même si dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire. Et puis là, j'ai la possibilité également, j'ai même le besoin de brancher mon hub sur une prise de courant. Donc le transformateur et le câble RJ45 sont fournis avec le produit. Une fois que mon produit est branché, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir ici sur plan et module, rechercher des modules. Là, je peux faire un scan manuel, puisque je n'ai pas besoin de faire 3 coupures marche, le produit ne sera pas mis dans une boîte, j'aurai toujours accès au produit. Je fais un scan manuel, je valide, suivant, lancer la recherche, et j'appuie sur le bouton Connect de mon hub. À titre d'information, le bouton Connect, c'est le bouton avec les 2 flèches que vous voyez ici. Si jamais vous le cherchez, il est là. Donc là, il m'a trouvé le hub, donc je peux stopper la recherche. Donc là, il essaye de voir s'il y a d'autres modules qui sont en mode écoute. Terminer la recherche. Mon hub est ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est le prendre. Je le place sur le plan. Je n'ai pas besoin de le jouer pour le repérer, puisque sur une installation, j'en aurai qu'un. Je valide et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de refaire le travail du bus radio, parce que le hub se sert du bus radio. Il ne fait pas partie du bus radio. Ça me laisse à ce moment-là la possibilité, effectivement, de créer du scénario. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur les scénarios, sur la partie client final, puisque dans la grande majorité des cas, c'est surtout le client final qui se crée ses propres scénarios, parce que c'est des scénarios de vie. Et quand on pose la question au client final, quel est le type de scénario qu'il voudrait, dans un premier temps, il n'a pas trop d'idées. Alors, maintenant, pour terminer cette partie-là, c'est pas compliqué du tout, hein. Au niveau de mes détails ici, quand le hub n'est pas paramétré, là, mon hub est déjà paramétré, donc je ne vais pas le refaire, mais globalement, sinon ici, vous avez un petit bouton qui apparaît où il y a marqué « Envoyer sur le hub ». Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur ce bouton « Envoyer sur le hub » et l'intégralité des infos que vous avez créées sur votre appli Yokis Pro sur ce chantier va être transférée en radio, encore une fois, toujours pas besoin de connexion Internet, entre la clé et le hub directement. Et une fois que ça c'est fait, le travail de l'installateur est terminé, ça devient le travail du client final. Donc le client final, lui, télécharge une autre application qui s'appelle Inno, qui est gratuite également, et qui existe aussi bien sur Android que sous iOS, puisque là, je ne connecte pas de clé directement à mon terminal. Dans un premier temps, il va falloir que le client final se crée un compte, hein, même manière, identifiant mot de passe. Il n'y aura pas cette partie-là dans un premier temps, puisque pour l'instant, ce compte n'est pas appéré à un hub. Il y aura marqué « Vous n'avez pas d'installation, voulez-vous ajouter une nouvelle installation ?» Et le seul prérequis, effectivement, c'est que le téléphone ou la tablette soit connecté en Wi-Fi sur le même réseau que le hub, qui lui est connecté à RJ45. Donc à la maison, bien souvent, c'est la box Internet, tout simplement. Une fois qu'il dit « J'ajoute une nouvelle installation », le système vérifie sur l'ensemble du réseau s'il trouve un hub. Il vient afficher le hub. Le client clique sur le hub. Il récupère les infos et ça va afficher cette page. Donc là, c'est le nom qui a été donné au niveau du chantier. Et tout ce que j'ai à faire, c'est entrer dans mon installation. À ce moment-là, apparaît un écran comme celui-là, où vous allez retrouver l'intégralité des modules qui ont été créés par le professionnel. Si effectivement j'ouvre volet roulant salon gauche, vous voyez que le volet roulant salon gauche là-bas s'ouvre. La photo qui est là est une photo que Yokis fournit, c'est une photo générique. Par contre, le client final a tout à fait la possibilité de mettre ses propres photos. De la même manière, il a la possibilité de changer le nom des produits. Le but, c'est que ce tableau de bord soit vraiment hyper personnalisable par le client final. À la limite, le client, une fois qu'il voit la photo, il n'a même plus besoin de regarder le nom du produit. De la même manière, si le variateur de la chambre, je l'utilise peu, je peux très bien le pousser et le mettre à des endroits différents. Donc, toute cette partie-là est vraiment hyper paramétrable pour le client final. Je reprends le cas, par exemple, de mon volet roulant, là où les 2 boutons qui sont là, c'est ouverture, fermeture complète. Maintenant, si je veux aller plus loin dans le détail, je clique sur le petit widget, ça apparaît en grand sur l'image, et là, je peux effectivement aller choisir le pourcentage d'ouverture dont je vous parlais tout à l'heure. Je peux également, ici, en cliquant sur le petit cœur, sauvegarder cette valeur. Donc, dans ces cas-là, je pourrais très bien la rappeler autant de fois que j'en ai besoin. Vous voyez, si je clique sur le petit pictogramme 40%, automatiquement, il y va directement. Donc, à titre d'info, je peux sauvegarder 2 valeurs favorites sur les volets roulants. Je peux sauvegarder 2 valeurs favorites sur les télévariateurs. Et puis, le télérupteur, entre marche et arrêt, il n'y a pas beaucoup de valeurs favorites, donc c'est uniquement marche-arrêt. Je reprends, par exemple, le cas du variateur du salon. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est du bout du doigt augmenter ou diminuer directement la partie éclairage. Et puis, encore une fois, si
j'ai 54% qui convient quand je fais une soirée télé, ben voilà, hein, je pourrais très bien imaginer l'éteindre, et puis en cliquant sur le bouton 54%, je vais le retrouver directement. Ces pourcentages sont liés à l'application, ils ne sont pas inscrits directement dans le module. Ça, c'est important pour la suite. Donc, on a parlé de cette partie-là. Cette partie-là, mes commandes groupées, c'est quelque chose qui est également généré automatiquement par ce qu'a fait l'installateur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que automatiquement, quand on avait déclaré une prise, elle était séparée des éclairages. La raison est simple, c'est que si jamais demain, moi, en tant que client final, je veux faire un scénario qui, en partant de chez moi, coupe les éclairages et ferme mes volets, c'est pas pour cette raison-là que je veux aussi couper mes prises. Donc, le fait de séparer, ça permet justement de faire le distinguo. Donc, ça, c'est des boutons par défaut. Toutes les prises, tous les éclairages, tous les volets roulants. Et puis, quand vous avez un mélange volet roulant-éclairage, par défaut, il y en a un autre qui apparaît, c'est l'équivalent de je m'en vais de la maison, fermer tous mes volets et éteindre tous mes éclairages. Et quand je clique dessus, je vais effectivement aller fermer mes volets et couper tous mes éclairages en un seul geste. Ensuite, on parlait tout à l'heure du fameux thermostat radio. Voilà, donc il est là. Là, actuellement, je suis en mode automatique avec une température de consigne à 18 degrés. Et ben là, dans la pièce, il fait 25 degrés. En cliquant dessus, donc je vois effectivement où il en est, je vois ma programmation, j'ai la possibilité de paramétrer 3 seuils au niveau de mes programmes, donc en fonction de l'heure de la journée, en fonction du jour de la semaine bien évidemment, et puis je peux également savoir quelle est la courbe de température que j'ai eue depuis X temps. Donc voilà, ça permet de faire pas mal de choses de ce côté-là. Tout ça, bien sûr, c'est disponible en local ou à distance. Je reviens ici pour vous montrer quelque chose d'assez sympathique. Je vais appuyer sur le bouton pour allumer mon éclairage. Et vous voyez que là-bas, mon pictogramme est passé à on. J'ai ma tempo de 4 secondes, il vient de repasser à off. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous montrer qu'effectivement, j'ai toujours un retour d'état. Que je sois en local ou à distance, je connais l'état de chacun de mes modules. Donc, admettons par exemple que ce matin, j'ai pris un truc dans mon garage, j'étais pressé, je ne sais pas si j'ai éteint en partant. Bon, alors, bien sûr, je pourrais activer l'extinction automatique, mais j'arrive au bureau, je regarde, je vois que c'est encore allumé, je peux éteindre. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses assez intéressantes. Et puis, vous avez sur cette partie-là l'intégralité des scénarios qui sont soit créés par le professionnel, soit créés par le client final. Dans tous les cas, le client final peut modifier un scénario qui a été créé également par le professionnel. Donc voilà, là, on a créé un scénario home cinéma, on a créé un scénario je pars, je me lève. Donc là, si je clique sur je me lève, non, c'est pas celui-là, pardon, je fais des bêtises. Hop, celui-là non plus. Bon, j'ai dû les créer à un moment où il ne fallait pas. Hop, allez, je vais passer sur celui-là. Mais globalement, un scénario, soit vous le lancez en manuel, soit il est automatisé. Par exemple, on pourrait très bien imaginer le scénario je me lève qui est valable uniquement du lundi au vendredi à telle heure de la semaine, et puis le dimanche, on reste sur du manuel, ou alors je peux avoir un horaire bien évidemment différent. Et puis, point dont on va reparler tout à l'heure à la fin, il y a aujourd'hui 2 nouvelles gammes de produits qui sont arrivées chez Hurmet, c'est l'intrusion avec l'alarme Zeno, et puis des nouvelles caméras de vidéosurveillance Wi-Fi. Donc, on peut également les récupérer sur Inno pour aller soit activer, désactiver l'alarme, récupérer toutes les notifications. Donc là, par exemple, si je veux activer la zone A de la centrale qui est là-bas, tout ce que j'ai à faire, c'est taper mon code tel que je le ferais directement sur le clavier de la centrale. Et là, vous entendez, mon alarme est en train de s'armer. Donc, tout ça, je peux le faire directement depuis mon application Inno. Donc là, j'attends que ce soit terminé. Voilà. Et puis, vous voyez qu'on reçoit également l'intégralité des notifications, que ce soit depuis l'appli d'origine de l'alarme, puisqu'elle est quand même autonome, mais aussi directement sur la partie Inno. Donc, je vais désactiver mon alarme de la même manière. Hop. Mais je peux aussi visionner l'intégralité des caméras. Vous voyez, donc là, j'ai une caméra qui est juste là. Pour vous montrer un petit peu la qualité, je vais modifier la résolution. Là, j'étais en mini. Pour la passer en haute, hop, voilà ce que ça donne. Et si je reviens en plein écran, ça donne ça. Donc voilà, on a quand même une qualité vidéo qui est loin d'être mauvaise pour ce type de caméra. Hop, allez, je vais ressortir. Clac, voilà. Maintenant, alors un point quand même assez essentiel également, c'est la première personne qui se connecte au hub devient ce qu'on appelle le maître des lieux. Donc le maître des lieux, c'est une sorte de super administrateur. Et dès que moi, en tant que particulier, je me suis connecté au hub, automatiquement, ça a coupé l'accès de l'installateur. Si je clique sur le petit bonhomme qui est là-haut, je vais retrouver la page de paramétrage où je peux changer d'installation si j'ai une résidence secondaire, où je pourrais changer la photo et le nom de mon site, bien évidemment. Et puis, il y a un petit trousseau de clés qui dit « Vous êtes le maître des lieux ». Quand je clique sur le trousseau de clés, il y a mon installateur qui est là. Par contre, il y a un petit panneau sens interdit. Et il n'y a que moi, en tant que maître des lieux, qui va pouvoir effectivement donner un accès à mon installateur. Donc, si j'ai besoin de faire une modif, j'appelle l'installateur, je vois avec lui sur la plage de date sur laquelle il veut intervenir, et je vais simplement lui envoyer une invitation. Et à ce moment-là, il pourra effectivement, si je lui autorise l'accès, faire les modifs. Mais c'est également moi, en tant que maître des lieux, qui va définir les accès d'autres personnes.
Par exemple, je pourrais très bien créer un administrateur ou un utilisateur simple. Ma femme est à la maison, je vais la mettre en tant qu'administrateur de manière à ce qu'elle puisse soit créer un utilisateur simple, elle ne peut pas créer d'administrateur, soit modifier une photo, modifier un scénario ou même créer son propre scénario. Par contre, le petit à la maison, je vais lui laisser quand même un accès utilisateur simple. Il a un smartphone, hein, sinon il ne peut pas survivre dans ce monde de brut. Mais globalement, je vais lui restreindre ses accès. Déjà, est-ce que je donne un accès limité ou pas dans le temps? Un accès limité, ce serait par exemple, voilà, je loue ma maison en faisant du Airbnb l'été. Je fais le violon au futur locataire en disant, en plus, vous allez voir, c'est une maison connectée avec votre téléphone, vous allez pouvoir depuis le canapé faire plein de choses. Je vais limiter l'accès dans le temps à la plage de date de location. Ça évite justement qu'il puisse soit avant, soit après continuer à piloter l'installation en local ou à distance. Par contre, c'est vrai que le petit à la maison, je vais le mettre en illimité, mais je peux personnaliser les clés que je donne. Est-ce que je donne accès à toute l'installation ou pas? Moi, par exemple, à la maison, il a accès à sa chambre, au salon et au jardin. Il ne voit que ça sur son appli. C'est pas barré avec une croix rouge, hein, c'est pas restrictif. C'est juste qu'il ne peut piloter que ce que je lui autorise à piloter. Et je pourrais également autoriser ou non l'accès à distance. Autant pour les parents, c'est sympa de savoir ce qui se passe à la maison, autant effectivement, moi je voulais éviter que dans la cour de récré, il puisse montrer à ses potes qu'il peut ouvrir le volet roulant et allumer l'éclairage, et puis bien évidemment, pas faire l'inverse. Donc, il ne pourra y accéder que quand il est dans l'environnement Wi-Fi de la maison, donc à portée relativement limitée. Le fait de pouvoir voir ce qui se passe à la maison, ça a aussi d'autres avantages. Ça permet également de faire du maintien à domicile et de faire de la surveillance, mais qui n'est pas intrusive. Par exemple, imaginez mettre ça chez les parents ou chez les grands-parents. Bien évidemment, ils ne vont pas s'amuser avec un smartphone dans la plupart des cas pour aller ouvrir ou fermer les volets. Par contre, vous, à distance, vous allez pouvoir savoir si effectivement, à 9 h du matin, il y a un volet d'ouvert. Et peut-être que si à 9 h du matin, il n'y a aucun volet d'ouvert et aucun éclairage, un petit coup de fil pour savoir si tout va bien. Donc ça permet également de faire pas mal de petites choses de ce côté-là. Alors tout ça, bien évidemment, ça reste compatible avec la majorité des assistants vocaux, donc Google Home, Amazon Alexa, et tout ce qu'on peut faire effectivement avec le produit et la partie Inno, on peut le faire également à la voix. OK Google, mets le variateur salon à 25%. Bon, il était déjà à 26, vous n'avez pas vu la différence, mais si je fais OK Google, mets le variateur salon à 75%. Voilà. Et même un lanceur de scénario. OK Google, active, je pars. OK, j'active, je pars. Et là, vous voyez, les éclairages se sont éteints et les volets roulants se ferment. Donc tout ça, bien évidemment, c'est compatible avec les assistants vocaux que j'ai nommés précisément. Alors, pour cette partie-là, juste pour faire un petit rappel avant de passer à la partie questions-réponses. Donc, pour cette partie-là, on a commencé par effectivement la solution de paramétrage pour le professionnel, hein, qui est une solution, encore une fois, pour le pro, j'en parle, hein, c'est Yokis Pro, donc ça permet de faire des installations radio, des installations connectées. Comme je vous l'ai dit, une installation connectée, c'est ni plus ni moins qu'une installation radio sur laquelle je viens ajouter le Yokis Hub. C'est hyper simple d'utilisation, je pense que vous avez pu voir. On fait la sauvegarde des chantiers, on génère automatiquement le rapport de l'installation. Ça, le but, c'est de valoriser le job de l'installateur. Et puis, c'est l'évolutivité de l'installation. Demain, le client vous dit, voilà, je voudrais maintenant, j'ai fait l'intérieur de la maison, faire le jardin. Il n'y a aucun problème. La base de travail est déjà là. Ensuite, Inno, la solution de pilotage pour l'utilisateur. Alors, on n'est pas passé à travers l'intégralité des possibilités, mais bien évidemment, même si l'utilisateur ne peut pas rajouter un récepteur ou ne peut pas toucher la configuration du bus radio, il peut tout à fait changer une temporisation, il peut changer la programmation d'un émetteur, il peut même se créer lui-même son propre émetteur. Accident de la vie, il est alité pendant 15 jours, il peut très bien créer à la tête du lit un bouton pour fermer tous ses volets roulants, il n'y a aucun problème. Entièrement personnalisable, bien sûr pilotable en local et à distance. Des scénarios de vie assez évolués. On a même la possibilité de gérer par rapport aux éphémérides. Tout à l'heure, quand j'ai créé le chantier, je vous ai dit que c'était important de mettre la ville et le code postal. C'est à ça que ça sert. Un chantier qui serait fait à Brest et un chantier qui serait fait à Strasbourg, l'heure de lever de soleil ou de coucher n'est pas du tout la même. Donc ça permet de gérer par rapport à la localisation précise de l'installation. La gestion des comptes et des accès. L'intégration de l'intrusion Zeno et l'intégration de la CCTV Hurmet, comme on l'a vu juste avant. Alors, l'alarme connectée évolutive, c'est la Zeno, donc elle est complète et évolutive. Il y a un kit de base qui peut bien sûr être agrémenté de différents périphériques. Chose très importante, c'est une alarme connectée. Elle est fournie directement avec une carte SIM prépayée 12 mois. Elle peut également être connectée en IP. Le gros avantage de ça, c'est que si jamais, pour une raison quelconque, il n'y a plus d'électricité, la partie SIM continue à fonctionner, va vous envoyer une notification comme quoi il y a une coupure secteur et de la même manière, elle continuera à vous envoyer les notifications si jamais il y a intrusion. Donc on est sur une vraie alarme connectée, elle est entièrement intégrée dans l'application Inno.
Juste à titre d'information, je pense que vous allez recevoir également une invitation ou une information sur le fait qu'il y a 2 webinaires prévus dans une quinzaine de jours, donc le 8 et le 10 décembre, sur cette partie justement intrusion. Et puis, l'autre point, c'est effectivement la vidéosurveillance Wi-Fi IP, intérieur ou extérieur, donc là vous avez les 2 produits, avec de l'audio bidirectionnel, donc on peut écouter et parler sur les 2 caméras, et entièrement également intégré à l'application Inno. Chose très importante, pour ceux qui connaissaient déjà, on a refait une application Yoki's Guide. C'est bien plus qu'un simple catalogue. Hein. Vous allez retrouver bien sûr toutes les notices, les schémas, les guides d'utilisation, des actualités, les événements. Quand un de nos commerciaux fait une animation dans une agence, vous allez pouvoir le savoir, vous allez pouvoir même l'ajouter directement dans votre agenda. Des tutoriels vidéo et un espace pro qui va arriver avec pas mal de petites surprises en tout début d'année prochaine. Voilà. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, si certains veulent poser des questions, c'est le moment de le faire. Donc, pensez au petit décalage de 30 secondes. Est-ce qu'il y a eu des questions de ce côté-là? Non? Toujours pas. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce petit webinaire. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher des différents distributeurs ou à vous rapprocher des commerciaux que vous connaissez peut-être déjà. Dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver leur nom et leurs coordonnées à la fin des différents catalogues ou sur le site internet. Merci à vous, passez une bonne journée. Au revoir.